Bonsoir à tous, je m'appelle Karel. Donc pour cette première soirée atelier conférence de l'association, je vais vous parler de Docker. Je peux poser juste une question? Ouais. La durée à peu près de la conférence que tu as fait? Alors la conférence va durer plus ou moins une demi-heure. Et après, l'atelier, ça dépendra de la demande. On suivra quelque chose, on verra ce que ça donne. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions tout le long de la conférence si vous ne comprenez pas. Voilà. Alors donc, je suis développeur à l'agence web bruxelloise Cette Migration depuis 2009. J'occupe le poste de lead développeur. Donc je fais aussi bien du développement front-end que back-end. Donc je fais au quotidien du HTML, du CSS, du JavaScript ou aussi du PHP. J'ai aussi fait quelques projets en Unity, en Flash, en Flex et quelques autres technologies. Une chose qui me caractérise en tant que développeur, c'est que je suis toujours en train d'optimiser mon environnement de travail. Je configure mes outils le plus possible pour être super productif. Et je cherche aussi souvent des solutions pour améliorer la qualité de mes applications et aussi d'améliorer un peu, de faciliter, d'éviter les problèmes au cours de tout le cycle de vie des applications que je produis. Et donc Docker, ça rentre dans ce cadre-là. Donc ce soir, je vais commencer à présenter rapidement l'historique de Docker. Ensuite, je vais parler de containerisation, donc le cœur de la soirée ce soir. Je continuerai en évoquant les fonctionnalités du noyau Linux qui permettent cette containerisation. Après, je me pencherai sur Docker plus en profondeur. Et enfin, avec la conclusion, je donnerai quelques petits exemples pratiques pour un peu mieux comprendre le workflow classique de Docker. Donc Docker a été créé en tant que projet interne par la société .cloud. Donc c'était une société plateforme as a service. C'est-à-dire que c'est le but de la société, c'est le développeur, il a une application, il veut pas s'embêter à gérer des serveurs, des applications, il donne son code source à la société et elle va s'occuper de mettre la bonne version du logiciel, le bon système d'exploitation, de faire les sauvegardes. Vraiment, je donne mon code source et le reste ça tourne. Et donc ils avaient tellement de clients que tellement de versions différentes d'OS, de plateformes, de versions de Linux, de versions de Java et compagnie, qu'ils ont fait des outils internes qui sont révélés très très nombreux. Et donc ils ont commencé un projet, le projet Docker. En mars 2013, ils ont sorti la première version en open source. En octobre 2013, la société .cloud est devenue Docker Inc. Et en mai 2016, il y avait des contributeurs de grands noms sur ce projet open source. Donc il y avait Cisco, Google, IBM, Microsoft, Huawei et Red Hat, avec lesquels ils ont un partenariat particulier. Alors, donc si on va sur Wikipédia, la définition qui est donnée pour Docker, c'est que c'est un logiciel libre qui automatise le développement d'applications dans des conteneurs logiciels. Les deux mots un peu particuliers qu'on n'entend pas trop, à moins des dernières années, c'est conteneur logiciel. Et pour expliquer cela, on va repartir aux bases du système d'exploitation. Alors, dans un OS, il y a deux espaces distincts. Il y a le kernel space et le user space. Donc, le noyau du système d'exploitation s'exécute dans le kernel space. Et toutes les applications, que ce soit des applications serveur web, que ce soit un navigateur comme Chrome ou Firefox ou un logiciel de bureautique, ils vont s'exécuter dans le user space. Et ensuite, ils vont faire appel au kernel space. Le but d'un user space, vous pouvez voir ça un peu comme une sandbox, c'est d'éviter que les processus puissent directement taper sur la mémoire, directement écrire sur le disque ou directement faire des appels réseau. Il doit faire des appels système sur le noyau pour pouvoir être exécuté. Donc le but de ça, enfin il y a deux buts principaux que je vois. Tout d'abord, c'est pour des questions de sécurité. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que les processus puissent le moins possible mettre le noyau du système d'exploitation en panique. En gros, c'est éviter les écrans bleus sur Windows, par exemple. Et le second but, c'est pour des questions de stabilité. Parce que tout simplement, le noyau des systèmes d'exploitation est bien testé avec un code robuste.
tandis que le noyau, tandis que le code des applications qui s'exécutent dans le user space, hop, voilà, le code qui s'exécute dans les applications dans le user space est pas forcément de assez bonne qualité. Donc ainsi, en isolant ces deux parties, on fait en sorte que les applications instables dans user space n'aillent pas contaminer le noyau. Donc le principe de la containerisation, c'est de multiplier les user space. C'est-à-dire que on va avoir des espaces isolés au sein du user space. Ici, vous avez un exemple un peu plus complexe. Vous avez le user space et deux containers Docker. Donc ces containers Docker, ils font des appels système dans ce qu'on appelle des namespaces, on verra ça plus tard. En sachant que les namespaces, ils ne peuvent pas parler entre eux. Donc là, ça fait beaucoup d'informations. Les namespaces, c'est encore un peu abstrait, je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous comprendrez un peu mieux au fur et à mesure de la conférence. Alors la principale différence entre les conteneurs et les machines virtuelles, c'est que sur une machine virtuelle, il s'exécute le kernel space et le user space. Tandis que sur un container, on a que le user space. Ça veut dire que tout ce qui est ressources physiques, dans le cas d'un conteneur, est partagé avec l'autre. Tandis que dans le cas d'une VM, les ressources physiques sont entièrement émulées. C'est entièrement séparé de l'autre en fait. Donc il y a un degré de plus d'isolation. Jusque là c'est bon cette partie. C'est un peu abstrait, c'est pas évident à comprendre, mais pour l'instant ça va. Allez, on continue. Alors, donc pour mettre en place ces conteneurs, le noyau Linux n'a pas une boîte à outils magique pour faire des conteneurs en fait. Elle s'appuie sur plusieurs fonctionnalités. Donc les control groups, les namespace, les systèmes de fichiers UniMount et les formats conteneurs. Donc on va voir ça maintenant, on va expliquer tout ça. Alors d'abord les control groups, aussi appelés cgroups. Donc en fait leur but c'est de gérer la consommation des ressources physiques des conteneurs. Concrètement, on va pouvoir par exemple limiter la RAM qui est dédiée à un conteneur, donc au processus d'un conteneur. On va pouvoir faire en sorte par exemple que tel conteneur ne puisse pas avoir plus de X en écriture par seconde sur le disque. On va aussi pouvoir prioriser certains conteneurs, certains processus. Ainsi, on va dire que tel processus a le droit d'utiliser un peu plus de ressources CPU sur un moment donné. Après, on va aussi pouvoir donc comptabiliser tout ça. Ça peut être aussi bien pour éviter les problèmes que pour facturer à un client sa consommation. Et après, bien sûr, on peut arrêter, complètement couper tous les accès à RAM, CPU et au disque network. Il y a plusieurs choses. Alors, qui est lié à ces control groups, un truc important quand même dans les control groups, je ne l'ai pas dit. Donc, control groups, c'est groupe de contrôle en français. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un ensemble de processus qui va être dans un groupe de contrôle. Et c'est sur ce groupe de contrôle que la règle de gestion de RAM, CPU, IO disque ou network va être appliquée. On va dire sur les processus A, B et C, je vais autoriser X de RAM, X de CPU. Voilà. Vous voyez à peu près pour ça? Alors, fortement lié à ça, il y a le namespace. Alors, sur Linux, ils sont au nombre de 6 ou 7, ça varie en fonction des versions. En fait, c'est pour chaque ressource physique de la machine, pour chaque ressource système, il y a un namespace. Le but de ces namespaces, c'est d'isoler et de virtualiser ces ressources physiques. Quand le système démarre, il y a un namespace pour chaque type de ressources. Et après, tout au fil de l'exécution de la machine, on peut créer des nouveaux namespaces pour nos ressources, on peut en joindre et on peut en supprimer. Alors, différents namespaces, il y a le namespace PID, Process ID, pour l'isolation des processus. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir un processus qui va pouvoir créer des processus enfants, et on va pouvoir indiquer si ce processus-là va pouvoir voir d'autres processus ou pas. Après, il y a le namespace networking. Donc là, c'est tout ce qui est gestion réseau. Ça veut dire qu'un ensemble de processus va pouvoir avoir une adresse IP particulière, va pouvoir avoir des ports particuliers, il pourra avoir un firewall particulier. En fait, tout ce qui est couche réseau va pouvoir être spécifique à un groupe de processus.
Après, donc, il y a l'IPC Interprocess Communication, gestion de l'accès aux ressources des autres processus. Et, je crois que c'est le vecteur qui va en veille. Hop. Donc l'IPC, gestion de l'accès aux ressources des autres processus, ça s'apparente un petit peu au PID. Voilà. Ensuite, il y a mount, les points de montage. Alors les points de montage, pour ceux qui ne le savent pas, en fait sur Linux, un point de montage, c'est en fait un lien virtuel vers la vraie ressource physique. Par exemple, on a un disque dur ou un disque réseau qui est à un endroit particulier du disque, du système, par exemple /dev/sda, et on va pouvoir faire des liens différents en fait vers ce point de montage. Et donc on pourra dire, concrètement, on pourra dire à un container qui pourra avoir que tel point de montage par exemple, et qui pourra pas en avoir d'autres. Après donc il y a UTS, le namespace UTS, Unique Time Sharing. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir faire croire au processus qu'il a un nom d'hôte ou un nom de domaine particulier. On pourra lui dire que le nom d'hôte c'est Obi-Wan et qu'il est sur le nom de domaine de Tatooine, par exemple. Voilà. Ensuite, il y a le namespace UID, donc pour les user IDs. Donc là, on va isoler les utilisateurs et les privilèges. Concrètement, ça veut dire que les utilisateurs, les identifiants des utilisateurs sur la machine hôte pourront être différents sur le processus, et on va pouvoir faire une table de correspondance entre ces deux identifiants. Et de même, on lisant aussi les privilèges, ça veut dire qu'on peut faire croire à l'utilisateur d'un dit processus qu'il a les pleins pouvoirs, alors qu'en fait sur la machine il peut rien faire. Il aurait les pleins pouvoirs que pour un certain processus. Ouais. Tu lui fais croire qu'il est root, mais il peut rien faire en dehors. Ouais. 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 C'est alors. Alors en fait, Docker peut s'occuper de mapper des utilisateurs. Et après, l'utilisateur qui est dans le container, il pourra avoir plus d'accès que l'utilisateur de la machine. Donc il pourra avoir les pleins pouvoirs au sein du container, des ressources qu'il a accès au container grâce au control groups notamment, alors qu'il pourra rien faire en dehors par exemple. Et donc après on retrouve les C-groups, c'est qu'en fait on peut faire en sorte de cacher le control group d'un processus. Par exemple, si un processus interroge le control group d'un autre processus, on pourra lui cacher le vrai control groups. C'est-à-dire que un processus externe ne pourra pas savoir de quel control groups le groupe de processus dépend. Ça va? C'est un peu abstrait, hein, mais bon. Les control groups, c'est pour limiter tout ce qui est gestion ressources physiques. Voilà. Et donc en fait, c'était les groupes de processus qui dépendent d'un groupe de contrôle auquel on appliquait des règles. Et donc on peut dire que les autres processus ne peuvent pas savoir de quel groupe de contrôle les processus appartiennent. Alors ensuite, il y a le système de fichiers Union Mount. Donc là, c'est pas à proprement parler lié au noyau Linux. En fait, donc là, ce que je marque, que c'est la fusion de plusieurs systèmes de fichiers à un seul point de montage. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si on a deux disques, on a deux disques sur la machine. On peut faire avec un système de fichiers Union Mount une fusion de ces deux, c'est-à-dire que les deux disques vont être montés sur un seul point de montage virtuel, pour au final avoir un seul volume. Et concrètement, ça veut dire que si on a sur nos deux disques un fichier dans, par exemple un fichier dans user, dans /user Toto et /user Tata, dans un volume final, on aura un dossier user avec Toto et Tata. Ça va fusionner les différents volumes en fait. C'est Docker qui utilise ça comme système. Il utilise ça, ouais. Il fait ça en fait pour pouvoir partager, ils utilisent ça pour pouvoir partager des ressources qui sont dans le conteneur et des ressources externes. Ouais, c'est ça.
Et c'est aussi c'est aussi la base de la construction des images qu'on verra plus tard. Donc voilà, donc en fait il y a un empilement de couches qui sont au final tous montés sur un seul point de montage, qui est du coup sur un seul volume. On repart. Voilà, et donc qui est sur un seul volume pour le conteneur. C'est-à-dire que le conteneur il croit qu'il a un seul disque en fait, un seul volume. Et après donc il y a le conteneur format. Donc là c'est un peu l'anomalie qui les rassemble tous. C'est en fait le code, en gros le moteur d'exécution, qui va faire les appels système au namespace, au cgroups, au union fichier et au union NFS. C'est lui en fait qui va orchestrer tout ça. Il va dire je veux que tel conteneur il s'exécute avec dans tel namespace, tel cgroups, etc., etc. C'est lui qui va être un peu le chef d'orchestre. Donc là il y en a plusieurs qui existent. Docker en supporte plusieurs d'ailleurs. Donc il y a le libcontainer qui a été créé par Docker pour la version 0.9. Il y a le LXC, Linux Containers, c'est libvirt. Il y en a d'autres aussi un peu connus comme les FreeBSD Jails ou il y a les Solaris Containers aussi. Donc pour l'instant ils supportent 4 ou 5 containers format Docker. Mais après donc on peut le changer à la volée et plus tard ils n'excluent pas d'en supporter de nouveau. Donc voilà, donc c'est vraiment le moteur d'exécution, c'est lui qui va s'occuper de toute l'isolation du conteneur. Ça va? Ok, allez on continue. Alors on va passer sur la pratique Docker. Alors donc là c'est un schéma en gros des différentes parties de Docker. Donc au centre on a l'hôte sur lequel on exécute Docker daemon. Donc il y a un service en tâche de fond qui s'occupe de gérer les conteneurs et les images. Donc le client qui est à gauche ici va faire des appels au Docker daemon. Donc le client, ça veut dire le développeur qui utilise Docker va faire des appels au Docker daemon. Et ensuite, à côté de ça, il y a le registry qui est en fait un dépôt d'images. Ça peut être local ou distant. Il y a des officiels et il y a des officieux où on stocke un ensemble d'images. Voilà. Donc les images, on va en parler tout de suite. Alors les images, c'est la base de Docker. Ça correspond un petit peu aux ISO des machines virtuelles. En fait, donc c'est un empilement de couches en lecture au sol d'un système de fichiers Union NFS. Donc ça veut dire qu'on va d'abord avoir une couche système d'exploitation, par exemple Debian. Au-dessus, on va avoir une couche serveur web. Et au-dessus, une couche configuration, par exemple. Salut. Voilà. Et donc chaque couche hérite de la précédente. Ça veut dire que au début, on a toujours en gros un système d'exploitation. Donc à savoir d'ailleurs qu'avec Docker, il s'exécute de la même manière sur toutes les distributions Linux. Il se base sur le noyau. Ça veut dire que si Docker est installé sur Ubuntu ou sur un Red Hat, c'est pareil. On va plus bas en fait. Donc pour revenir à l'héritage, tout en bas, on va avoir souvent le système d'exploitation et après des itérations successives dans des couches à lecture au sol, donc ils vont être montées au final via l'Union NFS. Donc ces images sont créées avec des fichiers qu'on appelle Dockerfile. Et donc chaque instruction correspondra à une autre couche. Donc d'abord on va avoir par exemple une ligne à partir de Ubuntu. Je me base sur Ubuntu. En dessous je rajoute la couche où je vais installer un serveur web. En dessous la couche où je vais faire de la configuration. Par exemple rajouter un utilisateur. En dessous la couche où je vais créer des dossiers par exemple. Et au final on va avoir une image. Alors, un truc important, c'est que ces images ne sont pas modifiables. Elles sont en lecture seule. On ne peut rien en faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est en hériter. Quand on lance une image, on obtient un conteneur. Et après, une chose importante aussi, c'est que ces images sont versionnées avec un système similaire à Git. Donc, à chaque couche, en fait, la version va se mettre à jour. Donc, les conteneurs, ils sont très proches. Ça ressemble fortement en fait à une image, parce que c'est comme une image, mais au-dessus, on a rajouté une couche modifiable. Donc dans cette couche modifiable, on aura les préférences de l'utilisateur, les modifications liées à l'application, qui peut être par exemple du code source,
Et une chose super importante, c'est que ces modifications ne sont pas persistantes. Ça veut dire que quand on va arrêter un container Docker, la couche supérieure qui était modifiable, elle sera effacée. Ça veut dire que chaque robot, il faut que tu réinitialises ton environnement si tu as besoin de quelque chose. Voilà, c'est ça. Et pour pallier à ce problème, en fait, on va utiliser donc les volumes. Donc on va utiliser les UnionFS qui vont donc se greffer dans le container. Comme ça, on va externaliser tout ce qui est configuré en fait. Concrètement, par exemple, si on s'éteint, par exemple, si on éteint un serveur web, on va repartir de zéro. Donc, je récupère l'image d'un serveur web Nginx, je l'exécute. Donc là, je fais des requêtes dessus. Ça va par exemple bourrer, ça va compléter les logs, on va dire. Ça va compléter les logs d'accès. Et donc, quand je vais éteindre et rallumer mon serveur web, les logs seront vides. Vous voyez à peu près? Ouais. C'est pas possible justement avec un serveur web par de Nginx. Ouais. Si tu as besoin d'une configuration d'un BIOS spécifique, avec un proxy, une machin, un truc. Alors ce que tu peux faire, c'est ça, quand tu vas rebooter, tu vas le perdre. en théorie tu vas le perdre, mais du coup il y a des systèmes, soit pour créer une image avec ta configuration, soit pour faire des liens, ou par exemple le dossier /etc/nginx/conf, il va en fait pointer vers un dossier qui sera sur l'autre. Et du coup, ces images, tu peux les mettre dans d'autres images. Ouais. Prendre une couche et la copier. En fait, c'est pas vraiment une couche. En fait, ton image, elle va se baser sur notre image. Tu vas faire ta modification. Ou sinon, après, il suffit en fait de. Justement, cette image qui se base sur celle-là. Voilà. C'est le système d'héritage. Voilà. Donc là, en fait, par exemple, je veux faire un serveur web super mieux optimisé. Ben, je vais me baser sur le Nginx qui est fourni par Docker. Je vais hériter de cette image. Je vais faire ma super configuration. Et là, je vais créer donc une image avec cette super configuration. Alors, le Docker Engine, c'est vraiment le cœur du système. Donc, on a le Docker Daemon qu'on a vu tout à l'heure. Au-dessus, on a une REST API qui est en fait une interface d'appel qui permet de manipuler directement le daemon, le service. Au-dessus, donc, on a le Docker CLI qui va soit directement donner des instructions au daemon, soit utiliser la REST API, ça marche aussi. Et ensuite, ça va gérer les réseaux avec Docker Machine et ça va gérer les volumes. Et après, il y a aussi donc la gestion des conteneurs et des images. Et on va voir tout ça maintenant. Donc le Docker Daemon, il a deux rôles principalement. Donc il va construire les images. C'est lui qui va compiler les images, qui va les générer, qui va faire du cache sur chaque couche. Ça veut dire que si par exemple je fais une image qui se base sur Ubuntu et que j'en refais une autre, il n'aura pas besoin de recalculer la couche sur Ubuntu parce qu'elle aura déjà été calculée. Donc quand je vais construire mon image, ce sera plus rapide. Donc il s'occupe de choses comme ça. Après il s'occupe aussi donc de lancer les images pour en faire des containers. Il va s'occuper et après il va s'occuper aussi du versionning, voilà. Et donc il est manipulable avec une API REST. Donc ce qui veut dire qu'on peut très bien faire un site web qui va permettre de gérer tout le Docker Daemon, toutes ces images, tous ces conteneurs avec une interface web. Voilà. Donc c'est génial. Ensuite donc maintenant le Docker CLI, là j'ai mis quelques commandes. Qui sont pas super nettes. C'est un peu dans l'ordre du cycle de vie typique d'un développement sur Docker CLI. Donc d'abord, on va faire Docker pull pour récupérer une image existante, soit sur le dépôt officiel de Docker, soit sur un dépôt de votre entreprise. Je pense qu'on peut aussi se baser sur un lien GitHub par exemple ou sur un lien Git. Après la commande Docker build, donc c'est pour créer une image à partir d'un Dockerfile. Donc ça, on va revenir un peu plus tard. Docker image permet de lister les images qu'il y a sur l'autre. Docker run va permettre de lancer une image pour en faire des conteneurs. Donc c'est là qu'on va définir toutes les options de volume, de port, etc., etc. On verra ça un peu plus tard. Docker PS qui permet de lister les conteneurs, lancer et éteindre, selon les options qu'on lui passe.
Donc Docker stop qui va arrêter un conteneur. Docker start qui va le relancer. Donc il va pas le lancer puisque c'est run. Donc il va relancer un conteneur qu'on a déjà créé. Et après Docker rm et rmi qui vont permettre de supprimer un conteneur ou une image. Et donc après il y a d'autres commandes, mais c'est les principales. Comme toutes les 10 minutes ça repart. J'en étais où? Donc là on passe au Docker Hub. Le Docker Hub, donc c'est un outil qui est fourni par Docker Incorporation, la société qui est derrière Docker. Donc elle inclut plusieurs fonctionnalités. Donc il y a un dépôt en ligne d'images. Donc dessus on y trouve aussi bien les images Docker officielles qui ont été créées par l'équipe de Docker. On y trouve aussi par exemple des images de logiciels. Par exemple Oracle a son conteneur officiel. On y trouve, et après on peut aussi tout un chacun poster ses images dessus. Donc après ça facilite le travail collaboratif parce qu'on va pouvoir créer des groupes d'utilisateurs qui auront accès ou pas à des images, qui n'auront pas accès à l'intégration continue, on va voir ça tout à l'heure, qui pourront supprimer des choses ou pas. Donc c'est des systèmes basiques de permission. Et après il y a toute une partie intégration continue. Pour ceux qui connaissent pas l'intégration continue, en gros le principe c'est qu'on va répondre à un stimuli, par exemple un commit git, pour exécuter des tâches. Ça pourrait être créer une image, ça pourrait être lancer des tests, ça pourrait être envoyer un livrable sur un serveur FTP, ça peut être plein de choses. Donc l'avantage c'est que c'est automatique. Du coup il n'y a pas d'erreur humaine du FTP qui est en panne le vendredi à 5h. Pour faire ces intégrations continues, il s'appuie sur des webhooks, donc c'est-à-dire en gros des événements, et il y a une intégration avec GitHub et Bitbucket pour gérer tout ça. Ça va pour cette partie? Ouais. Allez, maintenant les premiers pas, on va faire un peu de mise en pratique tout en restant théorique. Alors, le premier container qu'on va lancer. Alors, donc au début, on récupère l'image qui correspond à Ubuntu, la dernière version. Ensuite, je fais Docker image pour lister les images qui sont mon note. Donc là, j'ai Ubuntu, la dernière version, un identifiant d'image donc qui dépend du versionning, qui a été créé il y a 11 jours et qui ne pèse que 118 MO. Vous le remarquerez. Ensuite, je vais lancer cette image pour créer un conteneur. Je vais lancer sur ce conteneur, je vais exécuter la commande bash, donc ligne de commande. Et grâce à l'option IT, je vais attacher mon shell à ce conteneur. Et donc là, vous voyez tout de suite qu'on a utilisé le namespace UTS pour faker, pour modifier l'utilisateur et le nom de domaine. Et le nom de domaine de l'hôte. Voilà. Et donc là, si on quitte, quand on fait un docker ps-ra pour afficher tous les conteneurs, on remarque qu'on a notre conteneur qui est là. Donc le nom d'hôte correspond. Il est basé sur l'image Ubuntu avec la commande de bash. Il a été créé il y a un certain temps. Là, il n'y a pas de port attribué. Et par défaut, Docker lui donne un nom un peu sympa. Là, c'est Elegant Pike. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, hop, si j'y arrive, voilà, c'est qu'on va créer notre première application Node en utilisant Docker. Alors, pour faire ça, d'abord, on va récupérer depuis un repository, un dépôt, l'image, la dernière image de Node. Donc je mets que c'est optionnel, parce qu'en fait, Docker est suffisamment malin pour récupérer toute seule l'image quand je vais faire un Docker Run ici. C'est-à-dire que si je fais un Docker Run de Node et qu'il n'a pas Node, il va tout seul faire un Docker Pull. Donc ensuite, je vais créer un fichier server.js dans le dossier en cours. Donc le server.js est assez basique. Donc je vais inclure la librairie HTTP qui permet de faire des serveurs avec Node. Je crée des serveurs, j'écoute ce port 3000, et quand je reçois une requête, j'écris dans la réponse hello from the other side. Et donc je mets tout ça dans le fichier server.js. Et ensuite, je vais lancer mon image pour créer mon conteneur. Donc là, je vais créer un conteneur qui sera en background, CTRL D, qui aura le nom
Hello Node. Là, je vais lui indiquer que le port 3000 de la machine, dans le conteneur, il va en fait pointer vers le port 8080 de l'hôte. Ça veut dire que si je vais sur localhost 8080, ça, je vais avoir le message qui est au-dessus. Si je fais localhost 3030, 3000, ça marchera pas. Donc ensuite, avec -v, je monte mes volumes. Donc là, en l'occurrence, je dis que le dossier en cours de mon hôte, il va correspondre au dossier dans le conteneur /app. Et donc ensuite, j'indique l'image, la commande que je veux lancer, et après, l'argument de la commande, c'est app server.js. Et donc là, le conteneur pourra trouver server.js parce que j'ai indiqué que le volume, que mon dossier en cours ira dans app. Du coup, il trouve server.js. Et donc là, si je lance la commande, que je vais sur un navigateur, sur localhost 8080, j'aurai marqué hello from the other side. Alors maintenant, les Dockerfiles. Donc on a un peu parlé plusieurs fois déjà. Donc c'est des fichiers qui permettent de construire une image étape par étape, calque par calque. Donc ici, on va essayer de containeriser l'application Hello Node. Alors, au tout début, j'indique de quelle image ma nouvelle image va hériter. Donc je me base sur la dernière version de Node. Ensuite, run permet de lancer une commande. Donc je lance la commande shell mkdir-p user src app qui va créer de manière récursive les dossiers user src app. Ensuite, je définis le dossier de travail. Ensuite, je copie le fichier package.json dans user src app. Je lance la commande npm install pour installer les dépendances de mon application Node. Bon, là, on n'en avait pas, mais on le fait quand même. Ensuite, j'ajoute tous les fichiers de mon dossier en cours dans user src app. Je build mon application. J'indique que mon conteneur, il va exposer son port 3000. J'indique un volume qui peut être linké entre l'hôte et le conteneur. Et après, je lance la commande node server.js. Ensuite, je crée un fichier docker ignore, qui est un peu comme les fichiers git ignore sous git. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que quand on va faire le add point, les dossiers et fichiers parasites n'aillent pas dans l'image. Par exemple, là, le dossier node module, il va contenir des librairies externes qui vont être versionnées, et on n'a pas envie que des vieilles versions soient incluses dans l'image. Il faudra que quand la personne va faire le npm install, il est à la dernière version. On fait en sorte que les dépendances ne soient pas écrites en dur dans l'image. Donc, on se sert de ce fil docker ignore, en fait, docker ignore, pour que tout ce qui pourrait rentrer en conflit avec d'autres conteneurs ne soit pas dans l'image. Donc là, j'ai mis node module, .git, et pour ceux qui font du PHP, ça peut être aussi le dossier vendor, par exemple, avec Composer. Donc là, ce que je fais, c'est que j'écris dans le fichier docker ignore deux lignes, node module et npm-debug.log, qui va se lancer quand on va lancer node. Ensuite, je crée un fichier package.json minimaliste qui va permettre à mon application Node de se lancer. Donc le name Hello Node et la version 1.0. Je build mon image. Donc là, en fait, je indique qu'il faut builder de ça en cours. Donc par défaut, Docker, il va chercher un fichier Dockerfile avec la majuscule. Mais je peux aussi très bien lui indiquer que le Dockerfile, il s'appelle Toto, si j'ai envie. Et après, donc, je lui donne un nom. Et on peut passer plusieurs tags. Là, je lui donne le nom et le node, mais j'ai aussi pu passer un numéro de version, etc., etc. Et enfin, donc, je lance le conteneur Hello Node. Donc là, c'est quasiment comme tout à l'heure. À part qu'on a enlevé le volume, parce qu'il est directement inclus dans mon image. Et on a enlevé la commande à exécuter, parce qu'elle est directement inclue dans mon image. Donc là, ça veut dire que si je prends mon fichier Dockerfile, enfin, si je prends le dossier qui contient mon dossier Dockerfile, je donne à n'importe quel développeur, et qui va faire docker build, il aura le même résultat que moi. Qu'il soit sur Ubuntu, qu'il soit sur une VirtualBox sur Windows, pour exécuter Docker, n'importe quel système d'exploitation, il aura le même résultat que moi. Avec les mêmes dépendances, etc. Voilà. Donc c'est l'intérêt de Dockerfile, c'est qu'on a vraiment figé le fonctionnement, les dépendances dans mon application. Mais après, dans la vraie vie, les applications, elles sont complexes.
C'est-à-dire que pour faire un site web, pardon, on va avoir un serveur web, on va avoir une base de données, par exemple MySQL ou Mongo, on va avoir un serveur de cache comme Redis ou comme Memcached, on va avoir PHP, on va avoir plein de choses qui vont se greffer à côté. Et pour gérer ça, il y a un outil qui s'appelle Docker Compose. Donc Docker Compose, en fait, c'est un fichier YAML qui est en fait un fichier hérité, c'est mieux, qu'on va lancer en faisant docker up-d, et en faisant cette commande, ça va créer et lancer tous les conteneurs qu'on a besoin, dont on a besoin. Donc là ici vous avez un fichier Docker qui pour une architecture web, Docker Compose pour une architecture web. Donc au début on a un premier conteneur MySQL qui va se baser sur l'image MySQL, qui aura le volume MySQL, Varly MySQL, auquel on va passer des variables d'environnement qui vont permettre de configurer le conteneur. Par exemple, là, on peut changer l'utilisateur, le port, etc., etc. Pardon, le port, pas avec l'environnement, pardon. Ensuite, donc, on a une image PHP, donc qui se base sur la version SPM de PHP 7, avec le volume. Donc là, je vais dire que donc le dossier 3W qui se trouve dans mon dossier personnel va être monté dans var 3W HTML dans le conteneur. Et il va y avoir un lien entre PHP et MySQL. Et ici, on met un petit alias DB qui va en fait être le nom d'hôte qui va permettre à PHP de pouvoir appeler MySQL. C'est-à-dire que si jamais dans PHP on fait ping DB, ça va répondre. Voilà, c'est pour la résolution. Ça évite de s'embêter à faire du mapping de port. Docker s'en occupe tout seul. Et enfin, donc j'ai mon serveur web Nginx, qui est de nouveau une image. Donc là, pour le coup, je veux que le port 80 soit en entrée et en sortie. Donc là, il y a la réponse à la question de tout à l'heure. On va dire que ma configuration de mes domaines se trouvera dans mon dossier hot docker nginx. Donc là, si on fait un fichier 000.conf avec une configuration nginx, on va se trouver là-dedans. Et après, donc, les sources à utiliser. Et enfin, on fait un lien avec PHP. Ouais. Alors la syntaxe, c'est d'abord c'est d'abord côté hot et après côté conteneur. Oui. Là pour le coup, il n'y a rien de partagé. Mais après, je pense qu'on aurait pu, en fonction de la configuration de l'image, on aurait pu indiquer que par les logs aillent sur l'hôte. Des choses comme ça sont possibles. Je pense, ouais. En fait, là, dans ton cas, tu indiques normalement que le document que je pense que c'est indiqué justement que le dossier sur ton hôte est linké, monté. Ah, d'accord, donc c'est. Le volume MySQL, mais ça va MySQL. C'est dans ce dossier-là que sont stockées en fait les données de MySQL. Ouais, c'est vrai. Ce qui fait que si tu éteins ton container et que tu le rebootes, lui il va retrouver ses billes dans ce dossier-là en faisant une assistant. Voilà. Tu as plusieurs possibilités, soit en faisant comme ça, en faisant du hot vers le container, soit après tu peux créer, je sais pas si tu en as parlé, tu peux créer des containers data, c'est-à-dire c'est un container ce qu'ils appellent des dump containers, c'est un container vidéo, il n'y a rien dedans, et ça va juste à stocker de la data. Ça peut être partagé par plusieurs conteneurs. Voilà. Et après, pour un peu mieux comprendre cette architecture, Franck a fait un petit schéma. Donc là, on a notre navigateur. On va taper localhost donc sur le port 80, qui va appeler le serveur Nginx. Donc le serveur Nginx va pouvoir faire des appels FPM avec le nom d'hôte PHP sur le port 9000. Et le container PHP va pouvoir faire des appels à MySQL avec le nom d'hôte DB sur le port 1306, le port par défaut. C'est bon pour cette partie ?
Vous avez suivi? Et bien donc on va conclure. Pour conclure, je vais un peu parler des avantages et des inconvénients de Docker. Donc un gros avantage, c'est donc qu'il est léger en termes de poids. Avec son système d'héritage de couches UnionFS, tout n'est pas redondant en fait. Il est très performant parce que le coût d'un appel système au matériel est quasiment nul en fait. Contrairement à une machine virtuelle où il va falloir d'abord partir du user space au kernel space de ma machine virtuelle, puis après repartir sur la machine de l'autre. Là, on a quasiment une ligne directe. Un peu isolé, mais une ligne directe. Du coup, c'est performant. Ensuite, ça démarre vite, puisqu'on ne démarre pas tout en OS, on démarre juste des applications. Donc, ça se joue en termes de secondes. Ensuite, c'est multiplateforme, parce que donc ça fonctionne de la même manière partout sur les Linux. Et après, Docker a aussi fourni des versions Windows et Mac qui s'appuie sur un noyau Linux super léger, qui est soit sur des machines virtuelles super light. Donc en fait, on aura un comportement très similaire. Enfin, de quoi c'est la promesse de Docker, c'est qu'on a un comportement similaire quelle que soit la plateforme. Et donc après, c'est versionné, ce qui est important pour le cycle de vie des logiciels. Pour les inconvénients, là j'ai mis les mises à jour de sécurité parce que Docker, le fonctionnement de Docker, la pensée de Docker, c'est un peu que le développeur, il indique dans un Dockerfile tout ce dont il a besoin, ou dans un Docker Compose, il va passer ça à son ami système, à son Ops. Donc l'Ops, il va être bête et méchant, il va exécuter tout ça. Mais le problème, c'est que il faut être d'accord que s'il y a une mise à jour de sécurité, qui c'est qui doit la faire? Donc il faut bien parler, quoi. C'est le même principe pour la sauvegarde. Étant donné, d'une part, que les conteneurs ne sont pas persistants, il faut savoir qu'est-ce qui se passe si le serveur il crash. Il faut savoir sauvegarder comme il faut les conteneurs data dont on parlait Alexis tout à l'heure, et toutes autres données. Donc il y a encore des problématiques particulières qui se posent. Et après, notre inconvénient qui freine encore des personnes, c'est que c'est moins hermétique que les VM. Ça veut dire que si les fonctionnalités qu'on a vues au début, les control groups, les namespace, UnionFS, ils ont un bug, potentiellement, tous nos conteneurs, ils ont un problème. Étant donné qu'ils sont pas isolés, ça peut on peut avoir des problèmes, quoi. Donc c'est moins hermétique que des VM. Après, ça reste quand même relativement stable. Il y a qu'à voir le nombre de contributeurs prestigieux qui les suivent, c'est quand même stable. Mais bon, faut pas l'oublier. Voilà. Donc pour aller plus loin, j'ai mis quelques liens vers une explication sur les user space versus kernel space. C'est un peu abstrait. Même chose pour le space de Linux. Après, il y a la doc de Docker qui est très bien faite, aussi bien pour avoir une idée générale de Docker que pour rentrer dans le détail, pour avoir toutes les différentes options des différentes commandes. Et après ici, là, il y a c'est un peu le guide de la vie réelle des conteneurs pour les mettre en prod. Parce que Docker c'est chouette, mais il faut aussi penser à plein de choses avant de les mettre en production. Et donc cette personne-là a fait un peu une liste des points importants auxquels il faut penser avant de commencer le développement et avant de mettre en production. Voilà. Donc la conférence est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je la mettrai dans quelques jours sur mon GitHub. Et Franck se chargera de relayer l'information sur le site de David Rhodes.